effectivement, moi, je vais juste faire un petit point avant que Domi commence. Donc, mettez bien vos vidéos pour qu'elle puisse voir vos petites bouilles. Vous allez par contre vous mettre en muet. Vous pouvez, comment dire, mettre la vidéo de Domi en vidéo vedette pour qu'en fait ce soit elle qui apparaisse en gros, parce qu'elle va aussi vous présenter, vous faire un petit partage d'écran. Donc, comme ça, vous pourrez voir ce qu'elle vous montre. Et on va utiliser le chat pour toutes les questions que vous aurez au fur et à mesure. Comme ça, Domi pourra revenir dessus à la fin. Voilà pour ça. Et donc, du coup, comme petite introduction, voilà, donc merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce webinaire, parce qu'en fait, effectivement, là, on voit que vous êtes 80 présents, mais vous étiez 140 inscrits, donc je pense que ça va continuer à arriver. Donc, c'est un thème qui vous plaît bien, la visualisation. Donc, je pense qu'on va pouvoir en connaître un peu plus avec Domi. Domi que je présente très vite on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, multiple championne du monde de free fly. Elle fait partie à l'heure actuelle de l'organisation de la tentative du record de France de free fly également. Après, je pense que comme beaucoup, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, on me l'a décrite comme une personne en or, ce qui est totalement vrai. Et vous allez voir aussi que son sourire est contagieux. Voilà, donc merci Domi pour le temps que tu nous consacres ce soir. Et du coup, je te laisse la main. Voilà. Merci beaucoup. Je rougis un tout petit peu. Écoutez, ouais, merci à tous d'être là. Ça fait bien plaisir, hein, un petit peu de connexion avec la communauté et de voir vos têtes. Et après 2 mois de blackout, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais ça me fait un petit truc quand même. Donc aujourd'hui, on va parler de visualisation. Alors moi, c'est un sujet dont je parle assez régulièrement, que ce soit dans le cadre des événements, des records que j'organise, même dans le cadre de mon coaching, on va dire un peu plus classique en boogie ou en camp. C'est un sujet que j'ai d'abord appris pour moi-même avant de commencer à l'enseigner, parce que en compétition, c'est quelque chose qui est primordial. Donc j'espère que je vais avoir 2-3 anecdotes et puis quelques points intéressants à vous apprendre aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir exactement qu'est-ce que c'est que la visualisation, comment ça fonctionne, comment on peut s'en servir concrètement et comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans ce domaine. Et puis, on finira par un petit exercice pratique de visualisation, parce que rien de tel que d'essayer de faire un truc pour s'améliorer. S'il y a des questions qui vous viennent pendant que je parle, hein, comme l'a dit Laetitia, vous n'hésitez pas à le caler dans le chat. Comme ça permet de ne pas interrompre le flow, mais en même temps d'y revenir. Bon, du coup, faudra voir si c'est noyé au milieu de 15 milliards d'autres trucs. N'hésitez pas à reposer la question si vous avez l'impression que je l'ai zappé. Comme ça me permet de bien adresser à tout le monde. Donc, voilà. D'abord, je vais vous parler pendant, je pense, une petite vingtaine, trentaine de minutes. Et puis ensuite, on passera aux questions que vous pouvez avoir. Alors, pourquoi la visualisation ? Dans ce contexte de crise là, qui nous empêche de sauter, c'est le dernier truc qui nous reste accessible. De la même façon qu'un sportif blessé peut continuer la pratique de son sport grâce à cette technique, nous, on peut aujourd'hui l'utiliser pour ne pas perdre nos acquis et même éventuellement pour développer des nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment une super arme, et principalement dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui. C'est aussi une compétence qui peut servir à tout le monde, qu'on soit débutant ou confirmé. Même si elle est principalement utilisée en compète ou en record, moi je suis vraiment persuadée que c'est quelque chose qui peut aider chacun dans sa progression, quel que soit son niveau et quelle que soit sa discipline. Et pas que moi qui suis persuadée de ça, mais je le suis aussi. Et elle a aussi l'énorme avantage de pouvoir être travaillée au sol, ce qui est notre cas aujourd'hui, et le deuxième gros avantage, de pouvoir être travaillée gratuitement. Vous pouvez faire autant de sauts que vous voulez dans vos têtes, ça va vous coûter 0 € et ça peut vraiment avoir une incidence forte sur votre progression et sur la qualité de vos sauts. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Alors la visualisation, qu'est-ce que c'est ? Avant tout, c'est une compétence. C'est pas quelque chose qui est inné, même si certains d'entre nous ont plus de facilité que d'autres. C'est quelque chose qui s'acquiert. Donc on est inégaux face à ça. Pour certains, ça va être beaucoup plus facile de fermer les yeux et de conjurer une image, et pour d'autres, ça va être très très difficile. Moi, personnellement, je suis super nulle à la base en visualisation. J'ai vraiment beaucoup de mal à visualiser en 3D de façon vivide. J'en chie, et c'était pas très pratique quand j'ai commencé la compétition, parce que surtout en free fly où il faut visualiser des trucs dans tous les sens et le fait de le marcher au sol, ça va être l'inverse de ce qu'on va faire en l'air. Tout ça, pour moi, c'était super compliqué.
et j'ai vraiment dû le travailler pour m'améliorer. Donc, si vous, déjà dans votre pratique, vous avez cette sensation de galérer quand vous devez visualiser quelque chose, ne désespérez pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer. Il faut juste en faire un petit peu régulièrement et puis décider que c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous améliorer pour pouvoir le bosser un petit peu plus. Alors, la visualisation, c'est la capacité à reproduire mentalement une action physique. Concrètement, pour nous, ça veut dire être capable de voir son saut dans sa tête avec le plus de détails possible. Et encore une fois, ça, c'est pas forcément facile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux quand on visualise? Là, je vais rentrer dans quelques petits détails un peu techniques. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas neuroscientifique, donc je vais m'efforcer de vulgariser le truc et j'espère de façon compréhensible et logique, sans massacrer la théorie pour autant. Mais en gros, il y a des chercheurs de Sethi et Grèce dans les années 99-2001 qui ont démontré qu'il y avait une équivalence neuronale lorsqu'un athlète réalise une action pour de vrai et lorsqu'il réalise une action imaginée ou observée. Imaginer ou observer, ça veut dire soit la visualisation personnelle, interne, fermer les yeux, visualiser quelque chose. La visualisation observée, c'est si vous regardez une vidéo de vous-même ou de quelqu'un d'autre, si vous voyez l'action se faire. Donc en gros, que vous fassiez ça, regarder une action, penser à une action ou faire l'action, il se passe la même chose dans votre cerveau. Ça, c'est un truc qui va nous servir vachement pour la visualisation. Donc, quand on fait une action imagée ou une action observée, on active des zones motrices et des zones de sensation. Et on a beaucoup de chance parce que ces zones-là, elles sont également activées lorsqu'on réalise l'action pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a des zones communes qui sont activées. La seule différence qu'il y a, c'est que quand on fait une action imaginée ou une action observée, le mouvement n'est pas généré. C'est grâce à quelque chose qu'on appelle une inhibition motrice. C'est-à-dire qu'au gros niveau de notre cerveau, à un moment donné, il y a une sorte de porte qui empêche l'action de se produire. Ça, c'est pratique, ça me permet dans l'avion, par exemple, de pouvoir visualiser un saut sans mettre des baffes à son voisin, par exemple, si on fait du freestyle. Mais en gros, à part cette différence qui fait que l'action motrice, elle n'est pas générée dans votre corps, il se passe la même chose dans votre tête. Ça, c'est génial. Le deuxième champ théorique qui est important, c'est ce qu'on appelle la plasticité corticale. Attention, je sors les grands mots. Alors la plasticité corticale, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de notre cerveau à se modifier soi-même. C'est génial, notre cerveau, il se modifie. En gros, vous ne savez pas faire un truc, vous l'apprenez à force de répétition, à force d'échecs, d'apprentissage, d'erreurs, et puis tout d'un coup, vous savez faire un truc. Votre cerveau, vous l'avez modifié. Une connexion neuronale qui n'existait pas dans votre tête, maintenant, elle existe. Et donc, ces deux éléments, le fait qu'on puisse créer, changer notre cerveau et le fait qu'on puisse penser et avoir en fait la même chose qui se passe dans nos têtes que quand on a l'action, tout ça, ça fait que la visualisation, ça marche vraiment super bien. J'avais notre entraîneur, Philippe Chorneau, quand j'étais en équipe de free fly, il nous disait tout le temps que faire un saut 10 fois au sol, c'est comme si on l'avait fait une fois en l'air. Donc, plus on répète les choses, en gros, plus on va créer ces schémas dans nos cerveaux qui vont nous permettre de faire l'action. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'encore une fois, on peut le faire autant qu'on veut, on peut le faire gratuitement et ça va vraiment nous permettre de gagner du temps dans l'apprentissage. On peut s'en servir à la fois pour améliorer des choses qu'on sait déjà faire, essayer de mieux faire, mais on peut aussi s'en servir pour anticiper des choses qu'on a envie d'essayer d'apprendre. Alors, comment est-ce qu'on visualise bien? Généralement, quand on débute en visualisation, on ne le fait pas très bien. Surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle notre saut. On essaye d'éviter de brainlocker. Donc, si on fait une séquence de VR, on va essayer de se rappeler 12, F, 8. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais je suis sûre que ça veut dire un truc. En free fly, on va se rappeler, ok, étoile, je carve à gauche, je regarde un tel, je carve à droite. On va essayer de se rappeler une séquence de saut pour pas oublier à quel endroit on est censé aller et se faire engueuler une fois arrivé au sol et payer la bière à tout le monde. Mais en fait, pour bien visualiser, il faut essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Il faut essayer de visualiser en HD, avec le plus de couleurs, faire appel à ses sens, être le plus précis possible, ressentir des émotions, essayer vraiment de se mettre dans la situation du saut. Et donc ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi. La première fois, vous allez fermer les yeux, vous allez penser simplement à une succession, et puis petit à petit, il va falloir essayer de le rendre de plus en plus vivant. Et ça commence
au moment où on est dans l'avion jusqu'au moment du break, ou sous voile ou pour le poser si vous faites du souple ou du canop par exemple. Et c'est vraiment des détails, ça peut être, imaginez croiser le regard de votre équipier si vous êtes en train de faire un VR4 par exemple, quelle va être l'attitude, vous, quelle est la sensation que vous allez avoir. Normalement, quand on s'apprête à sauter d'un avion, on n'est pas neutre, on ne se fait pas chier. Soit on est nerveux, soit on est excité, soit on a une sorte d'attitude quand on va sauter. On ne se fait pas juste je saute de l'avion. Il y a OK, ready, set, go. On a cette espèce d'énergie. Déjà parce qu'on adore ça, parce que généralement on a le cœur qui s'accélère un petit peu. Enfin, il se passe des choses. Donc, essayez quand vous visualisez de vous remettre dans cet état d'esprit-là pour que ce soit le plus réaliste possible. Ensuite, essayez de visualiser avec le plus de détails. Où est-ce que va être votre main au moment de la sortie? Qui est-ce que vous agrippez? Main gauche, main droite, à quel endroit? À la porte, sur quelqu'un, le degré d'intensité. Et ces petits mouvements-là qui ne vont pas vous faire mettre des baffes aux copains, vous pouvez les enclencher physiquement. Par exemple, si vous êtes en train de visualiser votre sortie et que vous savez que vous allez avoir votre main droite qui va être agrippée à la main de quelqu'un d'autre et votre main gauche qui va tenir l'épaule, par exemple, eh ben, engagez légèrement vos muscles comme si vous faisiez ce mouvement-là. Pareil, quand vous visualisez l'action, vous pouvez légèrement engager les muscles comme si vous alliez lancer l'action. Encore une fois, sans le faire à fond, parce que déjà, vous allez avoir l'air fou, et puis en plus, dans un avion, potentiellement, c'est dangereux. Mais ça va vous permettre de vraiment rendre la séquence de votre saut la plus concrète et la plus vivante possible. Alors, on dit souvent qu'il y a deux façons de visualiser, la façon interne et la façon externe. Alors, interne, en gros, c'est son propre point de vue. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Donc, c'est comme si vous matiez votre saut après coup depuis votre propre GoPro. Donc, pareil, vous faites tout le déroulé du saut à partir de la mise en place jusqu'au break avec qu'est-ce que vous voyez? Croiser un regard, regarder un point particulier du corps de l'autre, attendre une clé particulière, votre niveau, hein, ça pour tous les gens ici qui s'entraînent pour le record de France de free fly, on en a souvent parlé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à niveau? Qu'est-ce que vous allez voir exactement? Par exemple, le trick d'avoir une petite bande de bleu entre l'horizon et la tête des gens. En fait, tous ces éléments visuels qui vont se passer par vos propres yeux. La visualisation interne, c'est aussi celle qui va faire appel le plus à vos sensations et essayer de ramener le plus de sens possible. Ça peut être au moment où la porte s'ouvre, cette espèce d'odeur de kéro, hein, le côté olfactif, le côté tactile. Qu'est-ce que vous allez toucher? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Est-ce qu'il va faire plus froid? Est-ce que vous allez sentir de la pression de l'air à un endroit en particulier? Essayez vraiment de faire appel à vos sens le plus possible pour donner de la couleur, pour donner de la réalité à cette espèce de petit film que vous êtes en train de vous faire dans vos têtes. Et la deuxième façon de visualiser, c'est une visualisation externe. C'est vous regardez vous de l'extérieur. En gros, c'est comme si vous regardiez la vidéo de quelqu'un d'autre qui vous filme tout le temps, ou si vous aviez votre petit drone personnel qui vous filme de A à Z, ben vous allez utiliser cette perspective-là. Et puis ça, vous pouvez aussi jouer avec, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez changer d'angle, vous pouvez vous regarder d'en face, vous pouvez regarder sur le côté. Et ça, ça va vous permettre de vous voir faire l'action de l'extérieur, donc de visualiser par exemple la position de votre corps, votre placement par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un groupe, de visualiser votre approche comme on vous a appris à la faire. Donc ces deux visualisations, interne et externe, elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Généralement, moi, quand j'ai un peu appris à faire ça en compétition, en gros, on faisait un saut de A à Z, d'abord en interne, puis en externe. Donc d'abord, on se le fait de nos propres yeux, et après, on se le refait une deuxième fois d'un point de vue extérieur. Et vous pouvez le répéter. Généralement, plus on le fait, plus on se lave le cerveau avec ce qu'on a envie de faire, plus on a de chances que ça fonctionne correctement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces deux techniques complémentaires et à le répéter le plus de fois possible. Alors, il y a une chose importante en visualisation, c'est ce qu'on appelle le concept de l'éléphant rose. Si je vous demande à tous de fermer vos yeux maintenant et de ne pas, mais surtout pas penser à un éléphant rose. Ne pensez pas à un éléphant rose, surtout ne faites pas. Il y a des chances pour que vous ayez quand même un petit peu pensé et vu un éléphant rose. Ça, c'est le principe selon lequel votre cerveau, il retient pas la négation. Si vous vous dites de ne pas faire quelque chose, en fait,
ce à quoi votre cerveau pense, ce que vous visualisez, ce que vous créez dans votre tête, c'est le quelque chose. Le fait que vous vous soyez dit de ne pas le faire, ça n'a pas vraiment d'impact sur ce qui se passe dans vos têtes. Donc du coup, quand on visualise, on va toujours chercher, surtout quand on est dans la visualisation juste avant le saut, à visualiser l'idéal, le saut parfait, à visualiser ce que vous voulez faire. Et surtout, ne pas visualiser ce que vous ne voulez pas faire. Alors, et ça, c'est insidieux parce que quand on est nerveux d'un saut, quand on a eu tendance à foirer un truc régulièrement, eh ben, on va vraiment facilement se dire « Ah non, fais pas ça, tu l'as fait la dernière fois » ou « Je fais pas ce truc-là, tu t'es planté ». Et du coup, ça va nous pourrir un peu notre visualisation et on va voir dans nos têtes ce qu'on cherche à éviter. Donc ça, quand ça arrive, c'est un peu comme un principe de méditation. C'est pas grave, c'est arrivé dans votre tête, c'est pas la fin du monde. Dites-vous simplement, non, c'est pas ça que je veux faire, et revisualisez l'action vers laquelle vous voulez vous diriger. Ça encore, ça va prendre du temps et de la pratique. C'est comme la méditation, généralement la première fois qu'on essaye, on tient à peu près une demi-seconde avant de penser à autre chose, et puis des fois on arrive jusqu'à une seconde entière sans avoir pensé à un truc, et on est trop fiers de nous, et on a bien raison parce que c'est dur. Là c'est pareil. Au début, vous allez penser à d'autres trucs, vous allez vous arrêter en cours de visualisation, penser à quelque chose qui s'est passé au sol, et puis du coup vous dites merde, j'en étais où, putain, faut que je recommence. Du coup, vous devez recommencer à zéro, ça c'est complètement normal. Donc si ça vous arrive, vous ne dites pas oh là là, je suis un cas désespéré, j'y arriverai jamais, parce qu'en fait c'est hyper commun. Je ne sais pas si vous voulez écrire rapidement dans le chat si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, si ça vous parle, ou si au contraire, non, vous y arrivez nickel du premier coup, mais je pense que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul à galérer avec ça et que c'est pas quelque chose de forcément très simple. Donc, pas de panique, essayez toujours de penser à l'action que vous voulez faire. Donc, que ce soit que vous soyez en train de faire votre pack et que le prochain saut, c'est partir sur le dos et que ça vous fiche un peu les jetons parce que c'est la première fois que vous êtes en train de le faire, et ben, c'est normal. Il faut simplement essayer de vous détendre et puis de le visualiser le plus précisément possible. Et si c'est un scénario catastrophe qui arrive dans votre tête, et ben, vous dire consciemment ce sont mes peurs, c'est normal, mais c'est pas grave, j'y retourne, je revisualise correctement toute la séquence que j'ai envie de faire. Donc ça encore, ça va prendre du temps. C'est pas simple, mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir facile. Alors, ceci étant dit, parfois ça peut être bénéfique de visualiser des choses qui ne sont pas ce qu'on veut faire. Alors, je vais prendre un exemple qui va peut-être plus parler aux free flyers, mais j'espère que ce sera quand même compréhensible pour tout le monde. Le gros problème qu'on a en record ou en saut tête en bas, c'est la notion de niveau. En gros, on voudrait que nos têtes soient toutes au même niveau et que plus on est à l'extérieur de la formation, plus on doit être bas. Et en fait, on a tous tendance à être dans ce sens-là. Quand on a ce problème-là, un exercice de visualisation qui peut vraiment aider, c'est de se visualiser en n'étant pas à niveau. Donc, la visualisation interne fonctionne très bien vis-à-vis de ça. Donc là, vous prenez n'importe quelle vidéo d'un saut où on vous a dit « t'étais pas à niveau », vous regardez à quoi ça ressemble. Et ça, ce genre de visualisation, faites-le tranquillement chez vous ou au sol. Faites pas ça quand vous êtes à 2 minutes du largage. Donc, vous allez voir cette image qui est la mauvaise et vous allez associer cette image qui est la mauvaise avec quelque chose qui fait sens pour vous, un drapeau rouge, un son, une idée qui vous dit non, c'est pas ça, enfin, quel que soit l'élément, quelque chose de plutôt rapide si possible, pour vous dire non, ça, c'est la mauvaise image. Ça va vous permettre de le reconnaître quand vous êtes en train de voler. Parce que souvent, quand on saute, notre vrai problème, c'est de maîtriser un peu son cerveau, sa tête, et de penser quand on vole de la même façon qu'on aurait pensé au sol. Donc, si jamais vous avez préparé ça avant, si vous avez associé une vue particulière à une alerte, et ben ça va vous aider à le reconnaître quand vous êtes en train de voler. C'est valable dans l'angle, par exemple. Pareil, les niveaux dans l'angle, surtout sur le ventre, ils sont souvent mauvais. Donc, associer une image qui n'est pas le bon visuel avec un drapeau rouge ou un son tonitruant dans votre tête. Une fois que vous avez réussi à faire ça, dites-vous consciemment, avec des mots, parlez-vous. Encore une fois, on a l'air un peu fou, mais vous pouvez le faire dans votre tête, la bouche fermée, personne ne s'en rend compte. Dites-vous, ça, c'est la mauvaise vue. Il faut que j'accélère, il faut que j'avance, il faut que j'aille plus loin. Ensuite, pendant que vous vous dites ça, pensez à l'action physique qui est associée à ça.
Donc en free fly, si jamais vous voulez descendre, il faut accélérer un petit peu. Pour accélérer, il faut effacer un peu d'appui. Donc imaginez-vous en train d'effacer un peu d'appui, imaginez-vous en train d'accélérer. Imaginez la sensation que ça va procurer. Normalement, si vous savez voler tête en bas, vous allez savoir ce que ça va faire. Mais pour toutes les autres disciplines, c'est la même chose. Quelle va être l'action physique qui va corriger cette image qui était la mauvaise? Et une fois que vous êtes arrivé au bon résultat, là, vous revisualisez ce bon résultat, à quoi il ressemble, et maintenant vous l'associez avec quelque chose de positif. Miaou. Vous l'associez avec un drapeau vert, avec un son mélodieux, avec une tape sur l'épaule, ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites le process intégral de j'avais la mauvaise image, j'ai reconnu que j'avais la mauvaise image, j'ai fait une action pour corriger ce problème, et maintenant j'ai une nouvelle vue, et ça c'est la bonne, et je veux le valider. Et donc ça, ces exercices que vous pouvez faire au sol, ça va vous permettre de régler tout un tas de problèmes que potentiellement vous avez pu avoir par le passé en rééduquant votre esprit à analyser une situation et à y réagir de façon appropriée pour obtenir le résultat que vous voulez obtenir. Et du coup, ça va vous prendre beaucoup moins de temps, beaucoup moins de sauts, donc, pour atteindre un certain résultat. C'est quand même un avantage super intéressant de pouvoir gagner du temps dans sa progression simplement parce qu'on a pris le temps de travailler ces exercices-là. Et ça, encore une fois, voilà, mes exemples sont dans le free fly parce que c'est ce que je connais, mais j'espère que chacun d'entre vous, dans vos disciplines respectives, c'est quelque chose qui potentiellement vous parle et pourra vous aider quand vous êtes confronté à un problème récurrent surtout, pour rééduquer votre cerveau. Rappelez-vous, plasticité corticale, c'est dur à dire, mais c'est pratique, c'est votre ami, c'est votre allié. Vous pouvez rééduquer votre cerveau, créer les connexions neuronales dans votre tête qui vont vous permettre d'avoir la bonne action quand ce sera le moment de performer. Alors, une chose pour revenir sur les moments de la visualisation, il y a donc ce qu'on peut faire au sol en s'entraînant, il y a ce qu'on va faire dans l'avion. Donc, au sol, c'est le bon moment de faire des expériences, de se rééduquer, de éventuellement visualiser quelque chose que vous ne voulez pas faire tout en l'accompagnant d'un exercice qui va vous amener vers ce que vous voulez faire. Quand vous êtes dans l'avion, concentrez-vous sur le saut idéal et vraiment comment vous voulez le pratiquer de façon optimale. Alors, par contre, ce qui se passe dans un saut, dans la vraie vie, c'est qu'on avait tout prévu génialement dans nos têtes, on était champion du monde, tout était parfait, et puis quand on se retrouve dans le saut, c'est plus parfait. Il y a un mec qui était censé être là, il est plus là, et puis le mec qui était en rouge, qui devait être à droite, maintenant il est à gauche, et puis vous avez loupé une clé, et du coup, merde, j'en suis où? Donc, évidemment, quand vous volez, il va parfois se passer des choses que vous n'aviez pas prévues. Donc ça, vous pouvez intégrer ce genre de cas de figure à vos visualisations au sol. C'est ce que j'appelle faire des scénarios. Donc essayez d'avoir le plus de scénarios possible dans votre tête pour que quand ça arrive en l'air, vous y ayez déjà réfléchi, que vous ne soyez pas surpris par cette situation. Je vais prendre un exemple. Quand on apprend à voler dans l'angle, par exemple, si vous aviez visualisé votre saut parfait, vous étiez là, juste au-dessus du leader, à niveau, avec le bon visuel, c'était top. Et puis vous sortez de l'avion, et puis en fait, vous êtes loin, vous êtes derrière, vous êtes là-haut, c'est pas du tout l'image que vous aviez dans votre tête, et du coup, vous êtes perdu, vous avez l'impression que votre visualisation, elle servait à rien. Et si au préalable, vous avez pris du temps pour vous dire, si mon visuel, c'est ça, si je suis de haut et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je règle le problème? Qu'est-ce que je fais physiquement pour y aller? Et quel est mon visuel d'arrivée? Quand vous avez ce visuel qui n'était pas celui que vous aviez prévu ou pas celui que vous désirez, vous allez savoir comment faire. Vous allez être capable de prendre de meilleures décisions pour gérer cette situation. Et ça va vous aider grandement. Après, sachez aussi que tout prend du temps. Et c'est pas parce que vous visualisez dans votre tête le truc parfait que le saut d'après, ça va forcément l'être. La répétition, elle va vous aider à vous améliorer de plus en plus. Donc, encore une fois, c'est quelque chose avec lequel il faut être patient. Alors, tout le monde a des façons de faire un peu différentes, mais à travers la population de compétiteurs, il y a quand même des similarités, des choses qui fonctionnent assez bien pour tout le monde. Et généralement, dans beaucoup d'équipes, la visualisation, c'est quelque chose de primordial. Et donc, chaque équipier va s'engager 5 minutes par jour pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois à travailler sa visualisation.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On va faire un petit exercice ensemble, tous ensemble dans 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir répéter chez vous tout seul et ça va vous permettre de vous améliorer. Et plus vous allez le faire, et plus ça va devenir facile. Et vous allez voir que c'est quand même une compétence extra à avoir dans sa boîte à outils. Alors, comment apprendre à visualiser? C'est compliqué, c'est quelque chose qui se passe dans nos têtes. Alors, un exemple, une façon de le démontrer. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui savent dessiner ou qui ont appris ou qui ont essayé d'apprendre à dessiner. Bon, moi, personnellement, j'ai essayé d'apprendre, mais je ne suis pas très brillante. Mais en tout cas, quand j'ai essayé d'apprendre, je ne me suis pas mis toute seule à ma table avec un crayon, un papier blanc, en fermant mes yeux très fort et en me disant, vas-y, dessine un truc. J'ai pris un modèle, j'ai pris un tuto sur YouTube et j'ai regardé ce qui se passait et j'essayais de reproduire sur ma feuille blanche ce que je voyais à l'écran. Et ben, pour s'entraîner à apprendre à visualiser, vous pouvez faire la même chose. Vous allez pouvoir, on va commencer juste par une photo, là tous ensemble, mais ensuite vous allez pouvoir le faire avec des vidéos. Et alors les vidéos, vous allez d'abord la mettre en image par image, et puis après en slow motion, et puis après éventuellement en vitesse normale. Mais l'idée, ça va être de regarder quelque chose pendant plusieurs secondes, de fermer les yeux et d'essayer de le conjurer dans votre tête et de le faire apparaître dans votre tête. Et donc là, ce qu'on va faire tous ensemble, là, dans un petit instant, je vais partager mon écran avec vous. Je vous ai choisi une jolie photo avec des petits tricks pour voir si ça vous aide ou pas. Et donc, l'idée, ça va être pendant une quinzaine de secondes, je vais calculer. Je vous dirai, vous en faites pas à la voix, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, vous allez pendant une quinzaine de secondes, vous allez regarder une image. Et ensuite, je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Et pareil, pendant une quinzaine de secondes, je vais vous laisser le temps d'essayer de la recréer dans votre tête, de la visualiser. Et puis on va répéter ça plusieurs fois, parce que vous allez voir que le premier coup, probablement, ça va être un peu noir dans votre tête. Et c'est pas grave, on va le faire plusieurs fois en espérant qu'à chaque fois, ça va vous aider un petit peu. Encore une fois, on n'est pas tous égaux face à la visualisation. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être capable de faire apparaître clairement des couleurs, des formes. Vous allez les voir vraiment avec votre cerveau. Pour certaines personnes, vous n'allez rien voir, ça va être complètement noir. Mais par contre, vous allez quand même être capable de vous rappeler de la forme. Et même si vous devez vous le dire avec des mots au départ, c'est pas grave, commencez par ça, c'est très très bien. La forme d'un truc, qu'est-ce que vous avez vu, combien il y avait de personnes, quelle était la configuration, à quoi ressemblait le paysage derrière, enfin, tout ce que vous pouvez pour essayer de faire apparaître cette image. Alors généralement, moi, quand je commence, je fais d'abord les contours. On ne peut pas essayer de tout se rappeler d'un coup, c'est trop. Donc, quand vous fermez les yeux la première fois, faites simplement le détour. Rappelez-vous les choses principales, les choses qui vous ont le plus marqué. Essayez de vous imprégner aussi des couleurs, de l'ambiance lumineuse, du type d'énergie que ça dégage. Est-ce que c'est un truc un peu anxiogène ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc assez paisible à votre avis, quel était le type d'odeur qu'il pouvait y avoir au-dessus de ce genre de paysage? Enfin, essayez vraiment de vous mettre dans la peau du photographe et de ressentir le plus possible ce que vous avez vu. Alors, trêve de blabla, je vais partager mon écran avec vous. Partager l'écran. Alors, est-ce que vous voyez une photo? Non, vous voyez toujours pas de photo. Alors, j'ai pas dû cliquer sur le bon truc. Ah oui, si j'appuie sur partager, ça va aller mieux. Normalement, là, vous devez la voir apparaître. Alors, je vous laisse une quinzaine de secondes pour la regarder, vous en imprégner, et bientôt, on va la faire disparaître pour que vous puissiez fermer les yeux et la recréer dans vos têtes. Ok, je vais vous demander de fermer les yeux et on va essayer de la recréer.
Domi, t'as coupé ton micro. Professionnel. Je n'ouvrais pas les yeux, je croyais qu'il y avait un problème. Et puis, en fait, Non, non, vous avez bien fait, pardon. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Et est-ce que vous pourriez partager un peu dans le chat vos ressentis? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à faire venir un peu des images? Ou au contraire, est-ce que c'était un peu galère? Ouais, difficile, plutôt facile. Super. Bon, alors je vous ai choisi une mémoire photographique trichée, mais c'est clair, mais c'est génial, c'est un super atout ça pour la visualisation. Voilà, donc j'ai choisi cette photo parce qu'effectivement, il se passe pas trop de choses. Il y a une voile et un parent en gros plan. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y il y avait aussi beaucoup de voiles plus bas ou en le manque, quoi, tu m'étonnes, moi aussi. Et voilà, donc je vais vous redonner une deuxième tournée pour que vous puissiez la re-regarder et réessayer d'enrichir cette première visualisation que vous avez faite. Essayez de voir encore plus de détails. Là, si vous aviez vu qu'un parachutiste, essayez d'en voir plusieurs sur cette photo. Si vous aviez vu un peu en noir et blanc, essayez de faire venir les couleurs. Essayez vraiment de vous imprégner de l'atmosphère, un peu de ce que ça vous fait ressentir. J'espère que ça vous fait ressentir un truc positif parce que moi, je la trouve vraiment jolie, cette photo. Mais voilà, donc on va recommencer le partage d'écran. Tac. Allez, c'est reparti. Essayez vraiment de trouver le plus de détails possible, de savoir combien il y a de voiles, combien il y a de paras. Allez, on va refermer les yeux et essayer de la reconstruire encore plus précisément. Allez, je vais vous ramener avec moi. Merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que cette deuxième visualisation, elle vous a paru plus réelle, plus concrète, plus vivante, plus précise, plus détaillée? Plus de détails la deuxième fois, super. Donc vous voyez là déjà, on l'a fait que 2 fois. Et déjà, vous voyez une amélioration dans votre capacité à l'imprimer, à le créer dans votre tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir continuer à améliorer toute votre vie. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais plus vous allez le bosser, plus ça va être simple. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous êtes même capable de visualiser sans fermer les yeux, en fait, en surimpression sur la réalité. C'est vraiment quelque chose qui peut devenir une seconde nature et qui va fortement vous aider pour toute progression, quelle que soit votre discipline et le domaine de vol dans lequel vous travaillez. Je vous remercie. Et puis, je vais commencer à répondre un petit peu à toutes vos questions. Et si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, la première question de Steve qui disait « Hello, entre le brief et le saut, au moment où la porte de l'avion, combien de fois et à quelle fréquence conseilles-tu la visualisation? Et à partir de quel moment arrêter définitivement la visualisation jusqu'au son lui-même » Alors, entre le brief au sol et le saut, je dirais déjà quand vous le briefez, essayez d'être le plus présent possible dans votre briefing. Que ce soit avec un coach ou avec vos potes, la raison pour laquelle on répète un saut au sol, c'est pas pour voir si on est capable de toucher le bras du copain ou de se déplacer d'un mètre sur ses pieds, parce que ça, en gros, on est quasiment sûr que vous savez le faire. Donc, quand vous êtes en train de briefer, essayez vraiment de vous mettre dans cet état d'esprit de visualisation et mettez à profit ce moment pour déjà visualiser, même si c'est avec vos yeux ouverts. Parlez-vous. Ça, c'est un truc que je raconte souvent à
à tous ceux qui préparent leur Corps de France et doivent se foutre un peu de ma gueule, mais il faut que vous ayez un monologue intérieur. En gros, il faut vous parler. Alors, de préférence, surtout si c'est un saut avec plein de gens, vaut mieux qu'on le fasse chacun dans nos têtes parce que sinon on va vraiment passer pour des fous si tout le monde parle en même temps. Mais l'idée, c'est d'être actif dans son briefing et actif dans sa visualisation. Donc faire des phrases, utiliser des mots, vous dire bon bah là je vais aller à gauche, là je vais me diriger vers telle personne, je vais prendre le grip avec cette telle main, je vais faire telle action avec mon corps. En gros, il faut que vous soyez constamment en train de vous parler pendant que vous êtes en train de faire votre briefing. Donc ça, à la limite, ça peut suffire. De le faire, si vous le faites bien, ça peut suffire pendant votre briefing avec les autres. Ensuite, si vous avez du temps avant votre saut, rien ne vous empêche de le faire. Et en gros, ma réponse précise à cette question, c'est plus tu le fais, plus ça va devenir facile. Mais après, il faut aussi savoir à quel moment tu t'auto-soules. Parce que si tu en as marre de répéter le truc et que tu en as déjà marre du saut alors que tu ne l'as pas encore un peu fait, c'est dommage. Parce qu'à la base, on fait ça pour s'amuser. Donc, dans la mesure du raisonnable, faites-le le plus de fois. Moi, je pense qu'un minimum raisonnable dans l'avion, c'est de le faire au moins 2 fois en visualisation interne et 2 fois en visualisation externe. Donc interne, externe, interne, externe. Après, plus vous allez le faire, plus vous allez vous améliorer là-dedans et plus ça va rendre le saut pratique. Conseillerais-tu de conseiller à notre tour ce type de visualisation drapeau rouge à des jeunes élèves en formation B2 par exemple? Ça risque de créer trop de confusion. Alors c'est une bonne question. Effectivement, il faut faire attention à pas non plus faire trop de nœuds au cerveau aux gens. Sachant que plus on est débutant dans le parachutisme, moins on est capable de penser quand on vole. Ça, c'est malheureusement, notre cerveau à la base, il n'était pas vraiment fait pour qu'on le jette d'un avion direction la planète à 250 km/h. Donc, il panique un peu quand il est dans ces configurations-là au départ. Plus on a de sauts, plus de fois on a survécu au bordel, plus notre cerveau se détend et se dit ok, c'est bon, on peut le faire. Et donc, plus on va réussir à penser correctement. Mais au départ, ça ne sert à rien de faire visualiser trop de choses et surtout des choses négatives à des gens qui sont en phase d'apprentissage. Donc, encore, bon, je ne suis pas une B2, donc je ne veux pas dire de conneries. Si jamais j'en dis, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Mais j'aurais tendance plutôt à conseiller seulement si l'élève il a vraiment quelque chose sur lequel il est super bloqué, qu'il a répété tout le temps et il n'arrive pas à s'en sortir. Dans ce cas-là, oui, je pense que ça pourrait être bénéfique pour cette personne de faire ce type d'exercice. Mais si la personne elle est juste en train d'apprendre et qu'elle ne fait pas tout parfait de la première fois, ça c'est un peu normal, c'est la nature de l'apprentissage. C'est peut-être pas la peine de lui pourrir le cerveau avec de la visualisation négative. Alors, Lionel, sur la visualisation externe d'un saut en particulier, est-ce que l'exercice est possible sans avoir des vidéos pour en avoir une première image objective? Alors, oui, c'est possible, mais si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu n'as jamais vu, ça va être assez compliqué. Après, si toi, tu ne l'as jamais fait, mais qu'il existe des vidéos de gens qui l'ont déjà fait, tu peux t'en inspirer et tu peux utiliser des supports de choses que toi, tu n'as jamais fait. Alors là, on parlait de ça avec le groupe de nanas qui s'entraînent pour le record du monde féminin. On va partir sur un saut à 100, qui est un gros saut. Il y a plein de filles qui n'ont jamais fait de saut aussi gros. Par contre, elles ont fait des sauts à 15, à 20. Donc, elles ont un petit peu d'expérience de Big Web, mais elles n'ont pas dans leur banque de données, ni dans leur disque dur externe, ni dans leur disque dur interne, ce genre d'images. Par contre, ces images-là, elles existent. Donc, il est possible d'aller les trouver sur Internet, de les demander à un copain et de les regarder et de s'entraîner à visualiser ce genre de saut. Ce qui fait que quand tu vas te retrouver dans cette situation-là pour la première fois physiquement, ce ne sera pas la première fois que tu t'y retrouveras mentalement. Et ça peut vraiment aider. Donc, si tu n'as pas de vidéo, tu peux en demander à quelqu'un ou tu peux essayer de l'imaginer, mais ce sera quand même vachement plus efficace à partir du moment où tu auras un support visuel ou que toi, tu auras déjà ça quelque part dans ton cerveau. Alors, Eric, l'idée est d'automatiser le maximum pour ne pas passer en double tâche, surcharge cognitive. Oui, effectivement, ce n'est pas une question, mais c'est une très bonne remarque. Valentin, peut-on créer de la mémoire musculaire avec la visualisation? Oui, complètement, et ça, c'est génial. Alors, la mémoire musculaire, c'est un terme qui est parfois un peu controversé parce que, très concrètement, ton muscle n'a pas de mémoire. Hein, c'est tout ce dont je parlais au départ avec notre cerveau et donc ces schémas neuronaux, ces schémas moteurs qu'on va acquérir, qui n'étaient pas dans notre cerveau et puis qui s'y retrouvent. Mais il y a eu des expériences qui ont été faites. Ils avaient pris 2 groupes de gens et puis ils avaient fait faire ça
à un groupe, je ne sais pas combien de milliers de fois, et puis ils avaient demandé à l'autre groupe de ne pas le faire, mais de le faire en visualisation. Et ils s'étaient rendu compte qu'il y avait eu une prise, enfin une modification musculaire, même dans le groupe, alors un peu moindre, mais quand même dans le groupe qu'il n'avait pas fait physiquement, mais qu'il avait fait en visualisation. Donc il y a une vraie influence de notre cerveau sur notre corps. Moi, je trouve ça complètement fascinant, mais c'est une réalité, ça a été étudié. Donc oui, on peut absolument créer de la mémoire musculaire avec de la visualisation. Je scrolle le chat, je vous ai posé plein de questions, alors du coup, hop là. Alors, Morad qui demandait, y a-t-il un intérêt à visualiser des sauts dont on ne maîtrise pas forcément parfaitement toutes les techniques? L'idée est-elle juste d'éviter le brain lock? Alors, j'ai un tout petit peu touché à ce point-là à l'instant. Je pense qu'effectivement, il y a un intérêt à visualiser des sauts dont on ne maîtrise pas forcément toutes les techniques parce que ça va nous apprendre plus facilement à les faire. Ceci dit, ça ne veut pas dire, par exemple, si on n'a jamais fait de trace et qu'on visualise plein de sauts de trace, et puis quand le soir, au dernier saut de la journée, quelqu'un vous demande qui veut aller faire une trace à 10, vous dire ouais, c'est bon, je l'ai fait 15 fois dans ma tête. Ça, c'est peut-être, faut pas s'emballer non plus. Mais pour moi, il n'y a pas de problème à visualiser des choses qu'on ne sait pas encore forcément très bien faire parce que ça va nous aider à mieux les faire. Et pour moi, vraiment, la visualisation, c'est pas juste pour éviter le brain lock, même si ça aide très fortement. Quand on a fait un saut plein de fois dans sa tête, on va avoir tendance à moins brain locker. Et ça, c'est quand même agréable. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et l'intérêt de visualiser des sauts qu'on ne maîtrise pas complètement encore, ça va être de nous aider à les maîtriser plus rapidement. Alors, Jessica, quel risque de mal apprendre si on essaie de visualiser une nouvelle chose? Alors, je dirais que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez visualiser, comme d'habitude, hashtag demandez l'avis à votre moniteur, c'est comme les conseils sur Facebook, il faut faire gaffe. Je pense qu'on peut effectivement mal apprendre si on ne sait pas du tout ce qu'on doit visualiser ou si on prend la première vidéo qui traîne sans vraiment savoir si c'est une bonne démonstration ou une mauvaise démonstration. Car oui, il y a de bonnes et de mauvaises démonstrations. Donc, si vous n'êtes pas sûr, demandez toujours l'avis de quelqu'un qui, a priori, s'y connaît, que ce soit l'initiateur de votre drop zone pour une discipline en particulier, votre moniteur, ou quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous dans ce domaine. Ça permettra d'essayer d'éviter justement ce genre de situation où on pourrait s'entraîner à visualiser quelque chose qui n'est pas idéal. Là, je sais que par exemple, on est en train de construire une appli avec les nanas du record féminin où on a compilé des vidéos qu'on a passé des heures à regarder pour choisir celles où c'est bien démontré pour justement donner accès aux gens à tout un tas de vidéos de différentes approches, si on sort de l'avion de gauche, de droite, de flotteur, de piqueur, de loin, de près, quel type de job on a dans la formation. On a décortiqué tout ça pour donner les bons exemples de tous ces différents domaines. Et du coup, ça va permettre d'avoir accès à quelque chose qui va être validé. Oui, c'est la bonne chose à visualiser. Si vous n'avez pas accès à quelque chose comme ça dans votre discipline, si vous faites du VR, ça existe déjà. Il y a une équipe américaine, SDC Rhythm, l'équipe de Chicago, qui a créé une app pour les relativeurs, qui est assez complète. Ça permet de faire des tirages, mais il y a aussi toute une partie sur la visualisation. Et donc, il me semble qu'il y a tous les blocs, tous les j'ai peur de dire des conneries, toutes les choses que vous devez apprendre et savoir faire en VR qui sont disponibles en vidéo et qui vont vous permettre de les visualiser. Donc, il y a des ressources qui existent. Essayez de vous tourner en priorité vers des choses qui ont été faites par des gens dont c'est le métier et qui ont consacré du temps et qui mettent leur crédibilité en jeu sur le sujet. Et puis, si ça, c'est pas disponible, essayez d'avoir un bon jugement quant à vers qui vous vous tournez pour avoir accès à ce genre de ressources. Alors, Guillaume qui dit « J'ai fait un blocage sur mon atterrissage et ouverture de parachute. Du coup, je ne visualise pas du tout le saut en lui-même. La technique, ou plutôt être focus sur le travail que la peur, ça marche ailleurs que dans le para, du coup, c'est de forcer la visualisation au sol avec quelqu'un qui va m'aider à visualiser le saut en lui-même. » Je suis désolée, je vais être obligée de relire la question. D'accord, ouais. Donc en fait, comme il y a des éléments du saut, comme l'atterrissage ou l'ouverture, qui t'ont un peu trauma, tu as du mal à te concentrer sur le saut en lui-même.
Et c'est vrai que c'est difficile, hein. La peur, c'est quelque chose qui va facilement un peu vous neutraliser. Et alors ça peut être soit une peur qui est liée à un événement, un mauvais atterrissage, une ouverture qui vous a tarté violemment, qui vous a fait mal, donc une douleur physique. Ça peut être une peur liée à un accident qui vous est arrivé, une collision, quelque chose ça va vous angoisser légitimement pour la suite. Ça peut aussi être une peur de performance, pour une compète ou un record ou un saut avec une vidéo qui est importante parce que vous faites ça pour quelqu'un et donc du coup vous avez peur de vous chier ou d'être la personne qui a fait foirer le truc. Quelle que soit la raison de la peur, ça peut vraiment être débilitant et ça peut vous empêcher de vous concentrer, ça peut vous faire perdre vos moyens quand vous êtes en train de voler et vous faire perdre votre concentration. Donc ça, mon conseil vis-à-vis de ça, c'est d'essayer de commencer par traiter ce problème-là. Il y a Marine d'école, pour ceux qui la connaissent, petite gourou de la wingsuit et de l'hypnose, qui nous a fait un petit séminaire sur le sujet il n'y a pas longtemps, comment gérer les échecs et ses peurs. Donc il y a tout un tas de techniques, alors ça passe beaucoup par de la respiration, que ce soit dans vos phases de visualisation ou avant vos sauts, essayez d'associer une respiration calme, profonde, qui va vous sécuriser, qui va vous ancrer un peu dans votre corps et vous faire sentir un peu plus à l'aise. Essayez d'associer ces sensations avec l'idée d'aller sauter, avec l'idée de vous mettre dans la situation qui potentiellement vous fait peur. Et puis d'essayer pas de neutraliser complètement, mais en tout cas de diminuer, d'apaiser ces sensations pour essayer d'accéder au travail de visualisation de façon un peu plus précise et de façon un peu apaisée. Et ça encore, c'est quelque chose qui ne va pas arriver en 2 secondes avec juste un claquement de doigts. C'est quelque chose qu'il va falloir répéter. Et là aussi, n'hésitez pas à demander des coups de main à vos copains, à Marine si vous la voyez, à des gens qui éventuellement sont passés par là, ont eu le même accident que vous, le même événement que vous, pour en parler, voir comment eux, ils ont dépassé le truc. Ça, c'est aussi l'avantage d'être la belle communauté qu'on a, c'est que généralement, le truc qui vous est arrivé, il est arrivé à quelqu'un d'autre. Et généralement, en parler et écouter l'histoire de cette personne et comment est-ce qu'elle a dépassé ça, ça peut aider à être plus serein pour la suite. Vianney, c'est intéressant de se chronométrer quand on visualise un saut pour voir la différence entre la perception et la réalité. Tout à fait, Vianney. Vianney que j'ai donc entre plein d'autres gens traumatisés en forçant à faire cet exercice. C'est quelque chose que j'avais découvert en entraînement de compète. C'était Nico Arnaud, notre entraîneur, qui nous avait fait faire ça. En fait, il prenait les 3 membres de l'équipe, on s'asseyait, on fermait les yeux, il nous donnait un go et on devait visualiser le saut du ready, set, go jusqu'à la séparation. Donc un saut en compétition de freefly, ça doit durer 45 secondes. Donc là, il y a pour le coup un timing qui est très précis. Et en gros, on devait, sans faire de bruit, ouvrir les yeux quand on avait terminé, quand on pensait qu'on était à la fin du saut, qui normalement devait donc durer 45 secondes. Et on s'était rendu compte que la première fois qu'on avait essayé, déjà on n'ouvrait pas du tout les yeux au même moment les uns les autres, et puis qu'on était, au début généralement on va vachement plus vite, donc au bout de 30 secondes on avait les yeux ouverts. Du coup, le coup d'après, tu te dis oh merde, j'ai été beaucoup trop vite la première fois, donc le deuxième coup, tu vas beaucoup trop doucement. Puis au bout d'une minute 30, là, il dit bon, falloir ouvrir les yeux parce que tu t'es écrasé sur la planète déjà. Et donc, on peut s'entraîner en faisant du tâtonnement généralement, hein, en étant un peu trop lent et un peu rapide, à ancrer un rythme dans sa visualisation qui va correspondre à une réalité. Et ça, ça va vous aider aussi parce que ça participe à la réalité, à rendre le saut concret et à vraiment matcher ce qui va se passer quand vous allez sauter. Donc ouais, c'est un exercice intéressant. Déjà, c'est marrant à faire pour vous-même, pour vous rendre compte d'à quelle vitesse vous visualisez. Et puis comme ça vous permet de vous améliorer aussi sur ce point. En écrivant, je me suis perdue. Je viens de voir ton message, Guillaume. Loïc, j'aurais voulu ces tips bien avant. Enchantée. Doit-on visualiser ses propres vidéos ou pas forcément? Alors ouais, carrément, ça peut aider. Surtout si quand vous vous entraînez sur quelque chose et que vous répétez un saut, vous allez avoir la même place, le même job à faire dans le saut, et si ce que vous avez bien fait, ça va vous permettre de rentrer dans le crâne le plus possible, et éventuellement les points sur lesquels vous voulez vous améliorer, ça va vous permettre dans votre tête de modifier votre vidéo. Ça, c'est un exercice qui est assez rigolo à faire aussi, d'avoir cette espèce de trame, et puis ensuite dans sa tête de venir améliorer certains points pour ensuite aller le répéter le plus possible dans le ciel. C'est vraiment une idée importante que le para,
tellement dans nos têtes. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine italien qui s'appelle 90%. Ça s'appelle 90% parce que c'est une phrase célèbre dans le para que c'est 90% dans nos têtes. Vous vous êtes rarement posé d'un saut en vous disant j'étais un peu just niveau cardio là, ou physiquement là j'étais un peu charrette, j'ai pas réussi suffisamment à avoir de pouvoir musculaire. Ça n'a pas dû vous arriver très souvent. Par contre, ça a dû vous arriver probablement assez souvent de vous poser d'un saut en disant j'ai encore oublié de faire ça, ou j'ai encore fait ce truc, j'avais dit que j'allais pas le faire. Donc c'est souvent notre capacité à avoir une certaine action, à décider d'une certaine action en l'air qui nous fait défaut. Et donc la visualisation, ça va vraiment vous aider avec ça et à essayer d'éliminer le plus possible ces moments oh putain au sol où vous vous êtes dit je m'étais juré de pas le faire et pourtant vous l'avez refait. Alors, Morad, existe-t-il des ressources pour une pratique structurée de la visualisation, des exercices, etc. Donc, du coup, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Il y a donc cette app créée par SDC Rhythm pour le VR. Là, pour le Freefly, on est en train d'en créer une. Elle n'est pas encore prête, mais dès que nous aurons de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Donc, je partagerai avec tout le monde dès que ça se sera fait. Après, pour les autres disciplines, j'avoue que je ne sais pas. Mais si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à la faire tourner. Et c'est vrai que ça pourrait être chouette de partager un peu ce genre de choses parce que, surtout en ce moment, c'est bien pratique à avoir. Guillaume, c'est bon, je te donne ton B4 du coup. Tu m'envoies ton truc, je te le signe, ton carnet, je te le signe. Alors, pour aller plus loin en général, les livres sur la PNL, ouais, carrément, la programmation neurolinguistique, c'est un peu la base de tout ça. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller explorer ce genre de sujet. On vit dans un monde flippant mais magnifique où beaucoup d'informations sont disponibles sur Internet. Pas toujours valable, mais bon, il y a quand même plein de trucs bien. Et du coup, sur tous ces sujets, même de visualisation, et de PNL, et de schéma moteur, et d'apprentissage, et tout ça, vous allez pouvoir trouver vraiment beaucoup de choses avec une simple petite recherche. Donc, n'hésitez pas effectivement à la regarder tout. Il y a peut-être en vrai un truc à faire avec un casque de réalité virtuelle pour la mise en condition complètement, mais il y a déjà des gens qui bossent un peu sur le sujet. Je sais qu'Agathe, je ne sais pas si Agathe nous a rejoint parce qu'elle avait un cours tout à l'heure de fitness, mais je sais qu'elle bosse un peu sur ça et effectivement avec la réalité virtuelle, il y a carrément des choses à faire. Parce que ça permet d'aider vraiment très concrètement la visualisation. C'est encore plus parlant que regarder une vidéo parce que là, vous pouvez vraiment être en immersion dans le truc. Et ouais, je pense que s'il y a des gens qui sont chauds pour aider Agathe à bosser sur ça, elle sera ravie parce que c'est du boulot à mon avis. Alors, le nom de l'appli, ouais, alors en fait, je ne me rappelle plus du nom de l'appli exactement, mais l'équipe, c'est SDC Rhythm. Je vous l'écris. Ah non, j'ai juste répondu à une personne. Oups, pardon. Stan, désolé, tu l'as en avant-première. Hop là, SDC Rhythm. Alors, Valentin qui nous dit perso, quand je suis dans l'avion pour un saut important et que je visualise plus d'une fois mon saut, ça me fait monter en pression, peur de foirer le saut. Du coup, je visualise une fois en interne, une fois en externe, et après, je pense à des trucs marrants et aux copains. Alors, c'est complètement valable. Encore une fois, on n'est pas tous pareils. Pour certains, ça va aider de le faire très régulièrement. Pour d'autres, comme Zach, au contraire, ça le stresse et ça lui fait perdre ses moyens et c'est contre-productif. Le tout, comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir quelles sont nos réactions et nos facilités et nos goûts et ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Donc, en termes de nombre de répétitions, je suis carrément d'accord. Et le deuxième point que tu soulèves, qui est extrêmement important, quand tu dis après, je pense à des trucs marrants et aux copains, ça, c'est aussi quelque chose, c'est pas vraiment à avoir directement avec la visualisation, mais moi, c'est quelque chose que j'utilisais tout le temps en compète. Sur les sauts, voilà, j'ai participé à des compètes où, honnêtement, je n'ai jamais été aussi traumatisée de ma vie. Avant un saut, j'avais peur, je ne mangeais pas pendant 3 jours. C'était vraiment, j'étais stressée de chez stressée. Et une des façons par lesquelles je combattais ça, et notamment pendant la montée en avion, j'alternais des visualisations de mon saut, la routine de Freefly que je connaissais par cœur et que je visualisais à merveille. Et entre mes visualisations, je respirais et je pensais à pourquoi j'étais là,
aux gens qui me soutenaient, aux gens que j'aimais, à des choses belles en fait, des choses qui me mettaient dans un état émotionnel agréable et heureux. Et ça avait vraiment une influence sur la façon de voler derrière aussi. Donc, encore une fois, essayer de chasser, si possible, les pensées de stress, de flip, même si ce n'est pas vraiment possible de s'en débarrasser complètement, mais au moins reconnaître les symptômes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une réaction de flight or fight, hein, comme je dis souvent, c'est ce qu'on a ancré en nous parce qu'à une époque, il fallait soit qu'on décide de péter la gueule au mammouth, soit de s'enfuir en courant pour ne pas se faire prendre un coup de défense. Bon, bah là, aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth, mais on a toujours cette réaction face à quelque chose qui nous fait peur, de soit nous dire il faut qu'on aille se battre, soit il faut qu'on parte en courant. Donc, du coup, bah, votre corps, il se mobilise pour soit vous rendre plus balèze, soit vous faire courir plus vite. C'est pour ça qu'on a le cœur qui s'accélère, qu'on a la respiration éventuellement qui devient un peu plus rapide, qu'on a les mains moites. Tout ça, en gros, ça vous rend une version plus efficace de vous-même physiquement. Mais par contre, ce n'est pas agréable. Donc, du coup, bah, il faut être capable à la fois de reconnaître ces symptômes, de les assimiler et de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un truc qui potentiellement peut vous aider plutôt que de vous incapaciter. Et en même temps, essayer d'insuffler en vous-même des choses un peu plus positives, un peu plus sereines, des choses belles. Bah voilà, moi, en l'occurrence, c'était les gens que j'aimais. Je pense que généralement, ça marche assez bien pour tout le monde. Et la combinaison de ces deux trucs-là, ça va aussi vous aider pour les sauts à pression. Ouais, bah Maxence, super, c'est ça, Steve et Jeannette de SDC Rhythm XP. Alors, Eric, tu parlais d'imagerie cérébrale qui montrait que les zones étaient activées par la mémorisation. Est-ce vrai aussi pour les mouvements qu'on n'a jamais réalisés? Oui, sauf que ça va être plus difficile pour toi de l'activer, mais c'est complètement possible aussi. Il y a d'autres études qui ont été faites avec des sportifs blessés, par exemple, qui ne peuvent pas pratiquer pendant très longtemps. En fait, on se rend compte que des gens qui ne pratiquent pas pendant très longtemps, nous, en ce moment, potentiellement, on va désapprendre aussi avec le temps. Alors, ça prend pas 2 semaines ni même 2 mois, ça va prendre plus de temps. Mais si vous ne pratiquez pas pendant vraiment très longtemps, des choses que vous saviez déjà faire, elles vont disparaître et il va falloir les refaire. Donc, si vous saviez les faire à une époque, ça va peut-être être plus facile, mais ça va quand même être une certaine barrière à devoir le recréer dans vos têtes. C'est pour ça que des supports visuels vont pouvoir vous aider à faire ça de façon plus efficace. Ah oui, alors des conseils pour les Verman, effectivement, que j'aille pas vous donner de mauvais conseils et que vous appreniez les mauvais blocs, que je vais pas engueuler après. Ouais, Marine, elle est géniale, il faut vraiment pas hésiter à aller. Alors Julien, para-débutant, pas qu'en 2019, j'appréhende la première Libé qui arrivera un jour. Comment se préparer par visualiser à cette situation inconnue? Alors là encore, éventuellement des vidéos. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéos de Libé. Il y a peut-être quelques-unes, il faudra peut-être réfléchir à ça. Mais ce sur quoi il faut surtout que tu te concentres, c'est ta procédure de secours. Ce que ton moniteur t'a appris et fait répéter. Et ça, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, moi y compris. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui traîne en ce moment sur les réseaux sur le sujet, là, comment des fois, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait une TDS et puis le jour arrive alors qu'on pense que quand même c'est bon, on a 3000 sauts, on va savoir faire une IB. En fait, on chope la mauvaise poignée au premier coup, quoi. Donc la répétition de ces gestes-là, elle est super importante. Après, la Libé en elle-même, tu verras, le jour où ça t'arrivera, ton cerveau il passe en mode automatique. Mais pour qu'il fasse la bonne action en mode automatique, il faut que tu l'aies répété au sol plusieurs fois. Donc du coup, normalement, avant chaque journée de saut, hop, tu fais une petite PDS avec voilà, quel poignet tu vas attaquer en premier, quel poignet tu attaques en deuxième, et puis t'entraîner à faire ça. C'est pas grave si tu peux pas visualiser vraiment, parce que de toute façon, une Libé, elle va pouvoir arriver pour tellement de raisons différentes que ce serait un peu fastidieux de visualiser les twists insortables, la suspente coiffante, je ne sais quoi. Il y a tellement de raisons possibles pour une Libé. Donc, c'est pas vraiment important de visualiser une raison. Il faut juste connaître ta théorie, savoir que si ça vole pas, il faut la dégager. Et ensuite, l'action, physiquement, elle n'est pas très compliquée. Hein. C'est 2 poignets à activer. Donc, le faire au début de chaque journée de saut. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est pas que pour quelqu'un qui a fait sa PAC en 2019, même si, surtout, j'ai envie de dire, si vous avez fait votre PAC en 2001, comme moi, révisez vos procédures de secours. Et ensuite, une fois que ça, c'est intégré, que tu peux la faire les yeux fermés, tu verras le jour où ça t'arrive, ton cerveau, il va réagir très, très vite et tu vas y arriver très facilement. C'est la Libé, on s'en fait une montagne. Enfin, beaucoup d'entre nous l'appréhendons tant que ça ne nous est pas arrivé.
Et puis quand ça t'arrive, tu fais ah ouais, mais en fait, c'était super facile, quoi. En plus, maintenant, on a des lore, on a des Skyhook, on a tout un tas de trucs qui en plus font le boulot pour toi la moitié du temps. Mais il faut essayer de ne pas trop se laisser envahir par l'appréhension parce que tu verras, tu vas te surprendre toi-même. Si ça t'arrive un jour, le jour où ça t'arrive, ton cerveau il va faire le taf direct. Simplement entraîne-toi régulièrement sur tes PDS. Alors, s'il y a des liens vers de belles vidéos en 360 bien placées, je suis chaud pour les checker avec mon masque, ça doit aider. Ben, encore une fois, je vous renvoie, il y a Agathe de la Tour et Jérémy, j'ai oublié le nom de famille de Jérémy, qui font de la 3D avec le para. Donc, éventuellement, on pourrait peut-être mettre leur contact sur l'événement du webinar, comme ça, ça vous permettrait de les contacter. Ah ben oui, Agathe est là. Et Marine fera une séance d'hypnose demain pendant son Zoom. Faites des vidéos en 360 et exportez-les sur YouTube. Voilà, petit conseil, n'hésitez pas à faire ça. Alors, Lucas Macaferi, le fameux, m'a évoqué conseiller un jour de faire de la visualisation sur des situations merdiques, critiques, ouverture intempestive, évacuation d'urgence, accident, incident, ce qui pourrait nous permettre de nous en sortir si elles se produisaient, car déjà visualisées. Là, valable pour toutes les disciplines, ouais, carrément. C'est ce qu'on appelle de la prévention des risques. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie? On ne l'a pas vu venir celle-là. Être préparé à quelque chose qui part en couille, et ça nous aide à mieux réagir. Alors après, il faut avoir un peu de modération. L'idée, c'est de pas de vous créer un climat ultra anxiogène où vous pensez qu'à ça toute la journée, à tout ce qui peut vous arriver de pire. Mais par contre, l'avoir envisagé déjà quelques fois et vous êtes demandé comment vous réagiriez. Donc, par exemple, un accident dans l'avion, s'il faut évacuer, est-ce que vous allez avoir la bonne action, l'action la plus efficace, la plus rapide, la meilleure pour vous et pour ceux qui vous entourent? Voilà, avoir pensé à ces trucs-là, l'avoir visualisé, ça vous aidera carrément à mieux réagir si ça vous arrive. Alors, on me dit souvent que je pense trop en vol au lieu de voler plus aux sensations. Et pourtant, on me conseille aussi beaucoup la visualisation. Comment faire ça en évitant de trop penser? Si, c'est tout à fait clair, Claire. Et ça, c'est un des grands débats de l'enseignement du parachutisme. Il y a un peu deux écoles. Il y a utilise ton cerveau et il y a feel the wind, bro. Donc après, on est tous un peu différents dans notre façon d'apprendre. Certains d'entre nous préfèrent se concentrer sur les sensations et un peu l'improvisation et le feeling. Certains préfèrent des choses un peu plus structurées et c'est pour ça que c'est bien de voler avec plein de gens différents parce que ça va vous permettre d'avoir des influences différentes et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, perso, je suis une cérébrale, donc j'aime bien penser et je pense que c'est pas possible de trop penser, mais après ça c'est mon point de vue, c'est pas une vérité absolue et ça marche clairement pas pour tout le monde. Il y a clairement des gens qui sont tellement omnubilés sur un truc donc tu peux appeler ça trop penser, après c'est une question de sémantique encore, mais qui du coup vont oblitérer tout le reste et puis pas faire plein d'autres choses qui sont importantes, donc ça c'est effectivement un risque, il faut y faire attention. Mais moi je pense vraiment que la visualisation ça peut pas te desservir, ça peut être que positif. Encore une fois, c'est mon point de vue, pas une vérité absolue. Voilà. Bon, on a encore quelques petites questions. On a déjà un peu dépassé, il est 20h07. Alors, je trouve ça très complexe, la visualisation externe. Il est vrai que j'ai toujours essayé de me faire travailler la visualisation interne car je me base beaucoup sur les sens, le ressenti. Alors que la visualisation externe, je ne sais pas à quoi me raccrocher pour retenir les informations. Un conseil, mon conseil, c'est de vous entraîner avec des images, avec des supports extérieurs. Parce que la visualisation externe, c'est vraiment ça, c'est voir quelque chose d'un point de vue extérieur. Donc, du coup, plus vous allez le faire avec, si dans le saut, vous pouvez à la fin de la journée, vous récupérer les sauts des potes avec qui vous aviez sauté, ça va vous permettre de vous voir de l'extérieur et donc de vous entraîner. Encore une fois, attaquez pas trop gros d'un coup, pensez pas que vous allez pouvoir juste regarder la vidéo une fois et pouvoir refaire absolument tout le saut parfaitement en détail du premier coup, parce que c'est difficile. Au début, faites des pauses, des arrêts sur image, regardez votre mise en place, pause, visualisez ça, boum, remettez play, arrêtez sur là où vous êtes à la sortie, pause, play, la projection. Faites ça étape par étape et puis au fur et à mesure, commencez à le dérouler, d'abord en slow motion et puis après en vitesse réelle. Allez-y vraiment progressivement, mettez pas la charrue avant les bœufs et si vous faites ça régulièrement, ne serait-ce que quelques minutes par jour, vous allez voir que vous allez vous améliorer.
Win. Voilà, bon, je crois que des conseils sur des sites de la PNL ou des bouquins, on mettra peut-être tout ça sur le site, la page Facebook de l'événement. Comme ça, on fera une petite bibliographie et quelques liens. Et vous aussi, n'hésitez pas si vous en avez, parce que là, le chat, une fois qu'on aura fini, il va disparaître. Mais vous tous là, si vous avez des conseils, des sites sur ces sujets-là, des bouquins qui vous ont plu, et partagez-les sur la page du webinaire, sur la page Facebook du webinaire. Ça permettra à tout le monde de progresser. Merci beaucoup. Voilà, j'ai encore beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Allez, n'hésitez pas à remettre vos micros. Du coup, là, on va se dire au revoir. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir de vous voir encore une fois. Merci beaucoup. C'était génial de voir. Ouais, merci. C'était vraiment cool. Merci. C'est toujours aussi cool de parler de ce sujet. Ouais, ça sert vachement en plus. Merci à tous. Ciao. Merci, Demi. Merci. Salut tout le monde. À bientôt. Bye. Stay safe. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée dans le plateau. Ciao. Plaisir. La belle bibliothèque, Domi. C'est mes livres. Bientôt, il y en aura la moitié à Zero Gravity. Mais bon, faut